Merci pour l'invitation. Il me semblait intéressant dans la recherche bibliographique de voir si vraiment l'IA pouvait supplanter finalement l'utilisation d'une base de données tout à fait classique et dans lesquelles on a des sources fiables immédiatement. Et donc, j'ai testé finalement des IA. L'objectif que je m'étais donné, c'était d'évaluer l'efficacité en fait de ces IA génératives. J'ai choisi des gratuites pour la simple et bonne raison que je voulais m'adresser en fait, à la majorité des étudiants et pas aller sur des effets de niche en essayant de montrer finalement que ChatGPT 4, que personne n'a, sauf abonnement, puisse utiliser des choses. Je voulais que tout le monde puisse en bénéficier. Alors, je me suis inventé une commande, comme si j'étais un enseignant, et donc c'est élaborer une liste de 5 références bibliographiques d'articles de revues scientifiques récents de niveau master en sciences de la mer, dont le sujet est la prolifération des algues vertes dans la rade de Brest. Je signale au passage que c'est un vrai sujet, hein. Ça, c'est un vrai sujet. Et c'est des demandes d'enseignants que j'ai vu faire, hein. Donc, j'ai rien inventé. Les IA génératifs testés, donc Claude Instant, ChatGPT 3.5, Perplexity, parce que j'ai entendu dire qu'en SHS, c'était beaucoup utilisé et qu'on trouvait super génial. Et Gemini 1.0 Pro, j'ai pas pu le faire sur Copilot. Étrangement, il acceptait pas le prompt en fait que j'ai fait, donc j'ai pas eu le temps de. Donc je suis désolé Alexandre, j'ai pas pu aller sur Copilot. Donc le prompt, vous le voyez en dessous, hein, c'est du assez classique hein, finalement. Bon, agis comme un étudiant, hein, je lui donne un rôle, je lui donne le sujet, enfin je lui donne tout ça, et puis je lui donne une liste de conditions qu'il doit respecter. Et donc j'ai interrogé ces 4 IA génératives à la suite, par récurrence, pour voir un petit peu ce qu'il en sortait, quelles étaient les limites en fait hein, de l'exercice. Alors j'ai commencé par Claude Instant. Vous voyez, en fait, alors première remarque, en effet, sur la forme, la demande est bien respectée. J'ai bien la forme dans le style APA, donc c'est la plus connue, c'est surtout les anglo-saxonnes, donc c'est facile pour la machine d'aller le chercher. Et puis, j'avais demandé de mettre des DOI pour pouvoir faire des vérifications. Et il se fait que, bon, après vérification, les DOI soit n'existent pas, soit sont frauduleusement attribués, puisque un DOI, Digital Object Identifier, sert à identifier de manière sûre et pérenne et de manière univoque une publication. Alors on voit tout de suite que finalement, après vérification, alors j'ai vérifié dans une base qui s'appelle Crossref, qui est accessible hein, sur Internet, et qui est en fait l'organisme qui attribue les DOI. Donc s'il y a bien une source qu'il faut retenir si vous voulez vérifier des DOI ou chercher des publications à partir des DOI, Crossref. La première, bon, je ne vais pas toutes les énoncer, hein, je vais quand même assez rapidement dessus. On voit bien que le DOI est frauduleusement attribué et que la publication, c'est-à-dire que la recherche par titre, la publication n'existe tout simplement pas. Voilà, c'est inventé, purement inventé. On peut regarder un petit peu plus loin. Alors la deuxième est intéressante. Alors c'est la même sanction, mais par contre on voit que l'IA essaie de me faire plaisir. C'est-à-dire qu'elle a été chercher des mots matières. Je lui avais dit la rade de Brest et donc là il met Bay of Brest, Brittany, France, voilà. Et on a l'impression comme ça, sur la forme en tout cas, hein, j'entends que ça pourrait passer en fait. Si on ne vérifiait pas, ça pourrait passer, très sincèrement. Donc, toutes, en fait, sont des attributions frauduleuses de DOI et les publications n'existent pas, c'est de la pure invention de A à Z. Voilà, donc ils ont été chercher quand même des DOI qui existaient pour les attribuer sur des publications qui n'existaient pas. Et parfois, ce sont même les auteurs qui ne correspondent pas à la publication. Donc, voilà, tout a été. En fait, l'IA va prendre des briques un peu à droite à gauche et va donner la forme que je lui ai demandé, le style APA. Voilà. On passe à ChatGPT 3.5. Bon, alors là, c'est encore pire. Alors sur la forme, toujours, c'est plutôt pas mal, hein, on pourrait s'y méprendre. Et c'est presque ça le problème, en fait, hein. Ça, c'est mon problème. C'est pas que c'est pas complètement comme ça à regarder, ça passe. Mais c'est ça qui est problématique, c'est que quand on vérifie, et qui va vérifier, en fait? Est-ce que les étudiants vont vérifier quand ils vont passer par l'IA si les publications existent? La réponse est non, parce qu'il faut savoir où sont les outils et comment vérifier. Et donc, ChatGPT 3.5 va même plus loin. Lui, il invente carrément des DOI. C'est-à-dire qu'il va chercher des DOI sur Internet, hein, sûrement.
il reprend la forme et il invente totalement le DOI. Et pareil, il invente des publications. Et voilà, on retrouve des mots, hein, rate de Brest, on retrouve vraiment des choses qui pourraient vraiment laisser penser, et c'est ça le problème encore une fois, que ces publications existent et elles sont bonnes. Perplexity, alors donc ça c'est quelque chose qui m'est revenu, c'est beaucoup utilisé en SHS, apparemment par les professeurs de langue et puis des psychologues, et on m'a dit c'est vraiment super. Eh bien voici la réponse de Perplex. Je vous laisse la lire, mais surtout, moi, ce que j'ai souligné, c'est que j'aurais besoin d'accéder à des bases de données scientifiques pertinentes ou à des moteurs de recherche spécialisés dans la littérature académique pour pouvoir répondre. Donc, en fait, il me dit, je ne peux pas répondre parce que moi, je n'ai pas accès à l'information. Donc ça, on peut dire que, alors, Perplexity porte bien son nom, parce que c'est pour laisser perplexe, finalement, un étudiant, mais de mon point de vue, c'est bien meilleur que d'inventer, puisque là, au moins, il redirige. Alors, pas totalement, mais il redirige quand même sur des bases de données ou des choses, disons, qui sont faites pour ça. Et donc, pour moi, il y a quand même une plus-value de Perplexity. Alors, Gemini Pro, ben, ça ne change pas, hein. C'est toujours pareil. Les deux n'existent pas, ou ils sont attribués frauduleusement. Les publications n'existent jamais. Ça, c'est frappant quand même. Elles n'existent jamais. On est quand même sur des choses où là, c'est pareil, hein. On me parle de la rate de Brest, on me parle bien des algues vertes. Donc, il a bien repris les mots matières ou les choses comme ça pour essayer de me faire plaisir en fait. L'IA me répond pour me faire plaisir et ne cherche pas du tout à chercher des publications qui existent pour me les moissonner. Alors, je résume là sur ces 4 IA. Donc, je remets les IA qui sont utilisées, Claude Instant, ChatGPT 3.5, Perplexity, Gemini 1 Pro. Validité des références, aucune. Voilà, la sanction est claire, ça n'existe pas. Alors, j'ai quand même différencié que la validité formelle. Et c'est là que c'est trompeur, en fait, hein, parce que, en fait, si ça a la forme d'une publication, l'étudiant pourrait se laisser tromper, et pourquoi même pas l'enseignant derrière, s'il ne vérifie pas, en fait, hein. Et donc, à part Perplexity qui ne répond pas, eh ben, sur la validité formelle, euh, elles sont bonnes, les IA. Voilà, elles font semblant, elles font mine de. Le temps de réponse, bon, moins de 10 secondes, bon, bah, c'est rapide, il n'y a pas de problème. Par contre, là où ça se corse, c'est sur le temps de vérification, puisque il faudrait vérifier tout ce que nous dit l'IA. Et je crois qu'Alexandre avait vu aussi ça, c'est-à-dire que le plus long dans ces affaires-là, c'est d'aller vérifier les sources, en fait. C'est pas l'information telle qu'il nous donne, mais c'est la vérification des sources. Alors moi, j'ai estimé, parce que je connais les outils, que s'il me fallait à peu près 5 minutes à chaque fois. Bon, mon constat ici, en fait, il est simple, hein. Pour moi, c'est globalement un échec dans ce cadre-là, hein, j'entends. Puisque les IA génératives sont très bonnes pour faire des QCM, pour faire des analyses de texte ou des choses comme ça. On est bien d'accord, c'est sur des références bibliographiques. Or, les références bibliographiques, c'est quand même la bibliographie. Dans un travail universitaire, c'est quand même quelque chose de fondamental, me semble-t-il, puisque c'est ce qui permet de vérifier les sources, tout simplement, et de pouvoir construire la science derrière. Donc, il y a la notion de référence fantôme qui est née, qui a été créée par les éditeurs, voilà, parce qu'ils sont très inquiets de ça, je vais y revenir derrière. Et donc, voici que, en fait, ils sont très bonnes pour lister des références fantômes. Alors, l'utilisation, moi, je la trouve dangereuse, dans ce cadre-là, encore une fois, parce qu'il y a il y a une illusion, finalement, d'efficacité. La réponse rapide fait mine que c'est très bon, voilà, hein. Par contre, les vérifications, quand elles sont faites, elles peuvent être très fastidieuses, surtout si on ne connaît pas les outils. Et puis, comme il y a un respect formel, eh bien, il y a le concept de vérisimilitude qui est derrière et qui est très important ici, c'est-à-dire que les IA répondent en mimant la vérité, mais en étant totalement fausses. Alors, vous voyez un petit peu le danger qu'il y a derrière. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faudra vraiment insister, en fait, hein. La vérisimilitude, c'est vraiment une notion qui fait vraiment, enfin, qui est, enfin, qui est vraiment la notion qu'il faut retenir, c'est la vérisimilitude. Alors maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec une base de données, tout simplement. Puisque pour moi, les IA,
C'est pas un outil qui va faire tous les outils, c'est un outil comme un autre, qui est dans une boîte à outils, et il faut savoir comment l'utiliser et quelles limites il a. Et nous, on a des autres outils qui s'appellent des bases de données, qui sont des outils qui sont faits pour faire ça. Alors, je suis passé dans la base de données Scopus. Alors, Scopus, c'est une grande base bibliographique qui est développée par Elsevier. Je pense que quand même certains d'entre vous en ont entendu parler. Donc, j'ai repris exactement la même commande, hein. Ici, j'en ai fait une requête puisqu'on n'est plus dans du langage naturel, hein, entre guillemets, et on doit traduire par ce qui s'appelle des opérateurs booléens, d'une certaine manière, la requête pour pouvoir interroger la machine. En fait, on parle le langage machine. C'est pas lui qui parle notre langage, c'est nous qui parlons le langage machine. Et là, j'ai pris une requête. Alors, c'est dommage parce que Catherine, d'ailleurs, elle s'excuse, elle n'a pas pu venir. Mais les requêtes que j'ai prises là, la traduction que je le fais en booléen, ça, c'est niveau L1. Je montre ça en L1, hein. D'accord. Je suis parti sur le master, donc je l'ai traduit en anglais pour interroger mieux la base. Mais ça, on peut estimer quand même qu'en master, ils savent traduire en anglais. Et puis, il y a DeepL hein, derrière. Il ne faut pas se le cacher non plus, qui est très, très puissante. Donc, ma requête est extrêmement simple. Et ça, j'insiste là-dessus. Je n'ai pas sorti une requête d'une page et demie. C'est ce qu'on fait, nous. Mais là, c'est vraiment ce que pourrait faire un L1, très sincèrement, avec un petit peu de pratique, évidemment. Mais il faudrait de la pratique pour faire un prompt aussi, hein. Il faut de la pratique. Alors, mon résultat, alors j'ai choisi de ne pas aller sur la base parce que je ne voulais pas crosser trop longtemps. J'ai trouvé 61 articles de revue dont les sources sont déjà vérifiées et fiables, donc pas de vérification. Et dont les plus récentes sont de 2024. Parce que je n'ai pas insisté sur celles d'avant, mais on n'avait pas de récent, on n'avait pas les dernières publications. La réponse est de moins de 10 secondes aussi. Donc, par rapport aux IA génératives, il n'y a pas de gain de temps. Et par contre, j'ai aucune référence fantôme. Je sais d'entrée de jeu qu'elles sont fiables. Et je peux finalement aller sélectionner sélectionner celle qui m'intéresse moi. D'accord? Je ne délègue pas tout à la machine. Alors, vous allez me dire là, ouais, mais t'as pas ta liste de cinq références. Eh ben, il a suffi que je fasse des captures par Zotero. Et voici ma liste qui est dans le style APA et qui est nickel, avec des publications qui sont bien classées dans l'ordre alphabétique, alors que les autres non. Et ici, on voit bien que finalement, j'ai un résultat net et clair. Et si un étudiant, avec cette requête, l'avait fait dans une base de données, j'ai pris Scopus, mais ça pourrait être une autre, avec une simple requête simple, il pouvait tout à fait faire une liste de 5 publications récentes de niveau master sur les enjeux de la prolifération des algues vertes dans la rade de Brest. Ça me semble là plier le match un petit peu, hein, si je puis me permettre. Alors, moi, mon bilan, mais bon, c'est discutable, hein, mais mon bilan, c'est que, alors mon bilan au 16 mai 2024, d'accord? C'est que pour l'heure, en tout cas, les IA génératifs qui sont testés ne sont pas en mesure de rivaliser avec une base de données éditeur. Ça, c'est clair. Et si on paye, c'est bien qu'il y ait une raison aussi, hein. Elles confondent largement la vérisimilitude et la vérité. Et elles sont trompeuses, du coup. Alors, la vérité, quand même, dans la démarche scientifique, c'est quand même un concept qui me semble important, même fondamental. Même c'est celui qu'on poursuit, me semble-t-il. Donc là, OK. On a l'impression de gagner du temps, mais ça s'avère faux, puisqu'on escamote la partie analytique, c'est-à-dire qu'on ne va pas sélectionner, alors que c'est là qu'on fait marcher son esprit critique aussi, parce qu'il me semble que ça, c'est un autre enjeu. Et puis, surtout, comment dire, si on fait les vérifications, il faut savoir où aller interroger pour vérifier. Et ça tombe pas. Crossref, si je fais un sondage, je pense que j'étais le seul à le connaître ici. Et le niveau technique du prompt n'est pas plus facile qu'une requête simple. C'est faux, c'est une illusion. Je crois l'avoir montré. Alors ici, je fais un petit tableau quand même pour vous. Donc IA générative versus base de données. Bon, les temps de réponse sont similaires. Voilà. Le temps de vérification des réponses est égal à 0 dans les bases de données puisque je sais que les sources sont fiables et vérifiées. Par contre, à chaque référence, il me faut 5 minutes. Donc pour ma liste, il m'aurait fallu 25 minutes pour vérifier, au moins. Et la validité des références du côté IA générative est de 0%.
Là, je vous l'ai montré. Alors que dans les bases de données, elle est de 100%. Voilà. Alors, arrivé ici, je sens poindre une question, c'est, ou plutôt une interrogation, c'est une interrogation que je me suis posée aussi, et elle est la suivante. C'est oui, mais avec le développement des IA génératives, est-ce qu'elles vont pas être capables de le faire bientôt? Parce que ça, c'est une question. C'est pour ça que j'ai bien mis qu'on était pour l'heure et au 16 mai 2024. Donc, il y a un truc, c'est, mais t'inquiète, ça va venir. Alors, pour moi, en fait, l'évolution, elle va pas se faire là. Elle va se faire du côté des IA génératives intégrées. En fait, Scopus, donc Elsevier qu'on a vu, hein, qui était testé comme base de données, et le Web of Science, qui est la deuxième grande base bibliographique scientifique, sont déjà sur des IA intégrées et l'attaquent et commencent à faire des webinaires pour la rentrée. Donc, on va avoir des IA intégrées. Et ce qu'ils annoncent, alors il y aura du développement assurément, mais ce qu'ils annoncent, c'est que plutôt que de passer par des requêtes en booléen qui pouvaient peut-être rebuter certains étudiants, ils vont passer en langage naturel. Voilà. Il y aura des examens de résumé, donc il va résumer lui-même les choses et puis il va pouvoir faire des comparatifs entre les publications retenues. Donc c'est quand même des avancées qui sont majeures. Et l'approfondissement, par exemple, au niveau des experts, puisque vous savez que dans une base de données, il suffit d'avoir un expert, de choper un expert, et après on a tout son réseau qui tombe derrière avec, évidemment, toutes les publications qui sont connexes, citantes, citées, et tout cet enrichissement là. Donc, avec une seule notice, vous pouvez décrocher le Graal sur une base de données bien structurée. Alors, il y a quand même des choses qui sont intéressantes et qui sont dites. C'est montre des références claires et vérifiables, renvoyées en résumé. Donc, claires et vérifiables. OK. Et puis surtout, dispose de protections juridiques et technologiques qui excluent tout échange de données ou d'utilisation de données Elsevier pour former le modèle public d'OpenAI. En gros, les données, c'est à nous, vous n'y aurez jamais accès. Et on a blindé juridiquement. Voilà ce qui est en train de se passer du côté des grandes bases de données. Donc c'est vrai pour Scopus, c'est vrai pour le WOS. J'imagine que toutes les bases qui sont un peu moins péchues, du genre, je ne sais pas moi, Kern ou des choses comme ça, vont y passer aussi, puisque la métadonnée, pour eux, c'est la source de revenus. Donc il ne fallait pas s'illusionner sur les choses. Du côté du Web of Science, j'ai noté aussi quelque chose qui est dit par quelqu'un de Clarivate, donc qui fait Web of Science. Et elle, elle parle aussi de fabrique de référence. Donc on est dedans, on est complètement dedans. Donc ils ont bien analysé les choses. Et elle y voit, et je pense que c'est vrai, que ça peut saper l'intégrité scientifique, cette affaire. Et donc c'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux. Au-delà du fait qu'un étudiant peut se faire rabrouer sur cinq références parce qu'elles sont fausses, il y a aussi un enjeu derrière de prolifération en fait de fabriques de références fantômes qui pourraient traîner sur le net, tout simplement, et qui pourraient être réutilisées par d'autres. Ça se voit, hein. Ça se voit dans le cadre d'études euh, qui désinforment. Ça se voit beaucoup d'utiliser des fausses références fantômes comme ça. Et donc, ici, on voit que les grands éditeurs sont en train de tous intégrer l'IA générative et développent leur propre IA générative. Elle va s'appeler GenIA, en fait, hein, pour le Web of Science. Donc, l'idée que les IA génératives grand public vont pouvoir moissonner un jour les éditeurs est une vision de l'esprit, pour la simple et bonne raison qu'il ne faut pas oublier que la data, la donnée, hein, on dit data is the new oil, c'est ce qui fait en fait qu'ils gagnent de l'argent. Eh ben oui, donc ils ne veulent pas donner leurs données. Et je les comprends. Ils ont fait un travail derrière, ils ne vont pas donner leurs données. Ce qui est encore plus stupéfiant, et j'aurais pu y aller d'ailleurs, c'est que c'est quand même étrange que Gemini 1.0 grand public pro qu'on peut utiliser sur Poe euh, est incapable d'aller moissonner des choses sur Google Scholar, alors que c'est Google Gemini. Et il ne va pas moissonner chez Google Scholar. C'est quand même assez incroyable parce qu'il pourrait rapatrier tout simplement des notices qui sont toutes faites sur Google Scholar. Or, il ne le fait pas. Et donc, vous voyez que de toute façon, c'est pas fait cette affaire. Donc, on en reparlera hein, peut-être. Hein. Je peux pas, j'ai pas de boule de cristal. Mais à ce moment donné, c'est non. Et à mon avis, ça sera non un bout de temps. Et enfin, je voulais finir par quelque chose, et là, je vais crosser sur autre chose. Et c'est ce que j'appelle les parasites qui s'invitent au festin.
Parce que, évidemment, désormais, j'en finis par là, c'est que on voit émerger ici, évidemment, alors vous irez voir, hein, je vous ai mis, là j'ai plus le temps, je peux pas vous le montrer directement, des choses qui s'appellent l'intelligence artificielle pour les étudiants. Donc on voit la cible, hein, l'éclair, hein. Le design est parfait, alors que quand vous regardez Poe, c'est quand même assez rustre, on va dire, alors que là, ils ont bien travaillé les détails. Alors, le marketing adressé, hein, clairement la cible, des promesses alléchantes, aucune limite de taille, ce qui est faux, puisqu'on sait très bien que aucune IA aujourd'hui n'est capable d'encaisser un nombre de pages illimité, c'est faux. Voilà. Les sources au format académique, ah bon? Ben, ça sera la seule. Ça génère des problématiques et le plan, c'est vrai que c'est alléchant, hein, ça fait tout. Et puis, ça rédige derrière, donc il n'a plus rien à faire. Et puis, c'est indétectable par les logiciels anti-plagiat. C'est intéressant, ça, comme argument, hein. Il y a des partenariats, alors il y a les logos, hein, vous irez voir, les partenariats douteux justement avec 3 entreprises qui font de la détection anti-plagiat. Bon, les comparaisons fausses avec les performances de ChatGPT 3.5 et 4, disant que ChatGPT est sur du 2021 alors qu'eux, ils sont sur des données de mars 2024, ce qui est impossible, puisque si c'était des données de 2024, il faut 6 à 9 mois pour que ça passe en prod, donc ils ne pourraient pas l'avoir au mois de mai, donc c'est faux. Impossible de tester les performances puisqu'il faut déjà payer 10 euros en fait, hein, pour tester. Donc on voit bien qu'ils engrangent. L'entreprise est basée, alors j'ai rien contre les Marocains, hein, mais l'entreprise est basée au Maroc et l'hébergement sur un site bulgare. Bon, en 2 semaines, en fait, au début, ils disaient que c'était sous droit marocain, donc il fallait se battre, si on avait une plainte à faire, c'était à Casablanca. Et là, ça a été changé, c'est dans les tribunaux de Paris. Bon, voilà, ça a été changé, donc ils ont peut-être eu quelque chose. Et l'engagement de protection des données quasi inexistant, c'est dans la mesure du possible, nous faisons en sorte que, mais aucun site internet n'est sécurisé, donc voilà, ce que vous nous donnez, on peut le prendre. Voilà, j'en ai fini. Hey,